J'ai pris l'animation un petit peu au pied levé, donc à la place de Didier Hervé, qui a un problème de réseau. Voilà. Alors, on va démarrer par Joseph, si tu peux te présenter, Joseph. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Joseph, je suis aussi connu pour gérer la page Carnet de berger, berger salarié et berger aussi en cours d'installation. Voilà, François. Bonjour, donc François Tabuy, moi je suis éleveur en GAEC en Haute-Savoie dans le massif des Aravis. Et par ailleurs, je suis responsable du dossier alpage au niveau de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Hein. À ce titre-là, je préside le groupe agriculture du massif des Alpes. Voilà, bonjour à tous. Denise. Bonjour, donc je suis le maire de la commune de Lieuche dans les Alpes-Maritimes et je préside la Fédération nationale des communes pastorales. Et on va finir avec Grégorio, notre ami de la FAO. Oui, bonjour à tout le monde. Merci pour être là avec nous. Je m'appelle Gregorio Velasco, je travaille à la FAO ici à Rome et j'ai fait la coordination de la plateforme de connaissances pastorales. Merci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons eu le souci donc, avec Didier Hervé de l'institution patrimoniale du Béarn qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre s'il arrive à résoudre les problèmes de réseau, mais les Pyrénées, c'est un coin perdu. Donc nous avons eu le souci de réunir autour de cette table ronde donc, différents points de vue. Le point de vue de l'éleveur alpagiste, donc avec François, le point de vue du berger salarié, qui est aussi en phase d'installation agricole. Donc François est dans les Alpes, donc dans la Haute-Savoie. Joseph a été berger donc dans la Haute-Savoie aussi, mais s'installe dans les Pyrénées. Denise est maire d'une petite commune donc dans les Alpes du Sud. Voilà, donc on a aussi ce massif-là. Et Grégorio donc, nous donnera un petit peu une vision un peu plus universelle, un peu plus internationale sur chacun des thèmes qui seront développés. Voilà, donc avant de prendre les questions, je proposerai bien à chacun de faire un petit exposé sur la façon dont il sent que le pastoralisme peut s'inscrire dans le monde d'après, bon, en sachant que la crise que nous vivons et que nous vivons depuis un certain temps et qui a été encore exacerbée par les périodes de confinement, de Covid, donc laisse entrevoir une possibilité d'un monde d'après où il y aurait une prise de conscience sur l'importance de la nature, l'importance de bien se nourrir et l'importance aussi de tenir compte de la biodiversité. Et nous avons voulu essayer de débattre en croisant les points de vue sur quel est le point de vue de chacun d'entre vous sur en quoi le pastoralisme peut répondre donc aux attentes sociétales et aux défis donc du monde d'après. Voilà. Alors, je proposerai volontiers donc un tour de table à tout seigneur, tout honneur, donc l'éleveur, puisque le pastoralisme, c'est les éleveurs et leurs animaux. Je proposerai volontiers à François de démarrer donc, et nous expliquer en quoi est-ce qu'il sent que dans les motivations qu'il a, le pastoralisme peut répondre au monde d'après, ou au moins déjà démarrer par nous dire quelle est la vision de son métier tel qu'il l'a fait aujourd'hui. Déjà ça, peut-être dans un premier temps. Il faut que tu branches le micro, François. Il va falloir qu'on prenne l'habitude. Ouais. Voilà, moi je suis donc agriculteur dans le massif des Aravis. Moi, un peu l'historique, c'est que bon, je suis originaire de cette vallée des Aravis, là, au pied du Mont Charlin. Et je ne suis pas fils d'agriculteur, en fait. J'ai même grandi sur Lyon. Et donc, moi, ce territoire-là, ces montagnes, c'était un espace qui était désiré depuis tout jeune. Et je crois que je me suis construit autour de cette passion de l'agriculture de montagne et en particulier de l'alpage. Et j'en ai fait mon métier. Je crois que si je suis aujourd'hui agriculteur et alpagiste, c'est parce que j'ai voulu que ma vie, ce soit la conjugaison de trois passions. La passion, évidemment, pour l'élevage, et j'étais passionné d'une race locale, la vache abondance, qui est une belle vache, la 4x4 des laitières, j'ai envie de dire, qui est adaptée à notre territoire, qui a été sélectionnée depuis des années sur ce territoire. Donc j'étais passionné d'élevage. Depuis tout petit, je passais mes étés en alpage chez des voisins et je montais sur un petit alpage où tout se faisait encore à la main à l'époque. Donc j'ai pris le virus à ce moment-là, c'est d'actualité, mais j'avais pris le virus de l'élevage à ce moment-là.
Donc une première passion qui est l'élevage, une deuxième passion qui est complètement liée dans ce territoire-là, c'est celle du fromage, hein, puisqu'on est au cœur du berceau du reblochon fermier et toutes les exploitations de ma vallée transforment l'intégralité de leur lait sur la ferme après chaque traite en lait chaud. Hein, donc une passion pour l'élevage, une passion pour le fromage. Et la dernière passion, c'est la passion pour la montagne et pour l'alpage. Je crois que moi, je suis passionné d'élevage, mais je ne me verrai pas faire mon métier d'éleveur ailleurs que dans nos prairies d'altitude. Hein. Et j'aime beaucoup cette vie-là parce qu'à la fois, on a une vie l'hiver, le printemps, l'automne ici dans la vallée où on retrouve du confort, où on retrouve des installations plus modernes sur une exploitation. Et on aime beaucoup monter 4 à 5 mois l'été à 1700 mètres d'altitude sur un alpage où on vit, où on transforme, où on traite, où on entretient. Hein. Et on a aussi un autre métier sur place là-haut puisqu'on tient un petit refuge. Hein. Donc un refuge où on accueille tous les jours des randonneurs et des gens de la vallée qui viennent déjeuner aussi ou souper. Et donc c'est aussi beaucoup d'échanges autour de mon métier. Donc voilà, 3 passions, l'élevage, le fromage et l'alpage. Et puis surtout dans ce métier, la possibilité avec un peu l'agrotourisme de faire passer finalement cette passion-là et d'échanger avec les gens qu'on croise sur les réalités du métier, qui sont de belles réalités, parfois de plus dures, on en parlera. Donc voilà un petit peu moi mes motivations au quotidien et par ailleurs en tant qu'agriculteur, voilà, je me suis engagé dans les organisations professionnelles parce que pour moi, il fallait défendre cette vision de l'agriculture, de l'élevage et il fallait aussi simplement s'organiser collectivement pour qu'elle trouve une place aussi dans le marché pour que les éleveurs locaux puissent vivre de leur métier dignement. Voilà un petit peu moi la motivation de mon métier et ce qui fait mon quotidien. Donc nous, on a 75 vaches laitières. On a une quarantaine de chèvres laitières avec lesquelles on fait du chevretin aussi. Hein. Voilà. On élève l'ensemble de nos génisses. Hein. On vit sur une exploitation de taille moyenne dans la vallée, une petite cinquantaine d'hectares, et on est par contre sur 150 hectares de pastoraux en fait l'été. Voilà un petit peu. Et donc on est 2 associés aujourd'hui et on travaille avec 3 salariés. Voilà un petit peu la dynamique de l'agriculture. Donc nous, l'alpage, ma vision de mon métier pastoral à l'alpage, c'est un alpage vivant qui est une ressource. Ici, on parle beaucoup d'économie pastorale, donc on a à la fois une activité économique forte puisqu'on en vit à 5, et une activité aussi avec des saisonniers pour faire tourner ce refuge. Donc, nous, les alpages, il y a un chalet dans lequel on vit, dans lequel on accueille, dans lequel on peut vendre du fromage, donc un lieu qui est très vivant. Voilà un petit peu, Claude, mon métier résumé en quelques minutes. Parfait, merci beaucoup François de cette description avec beaucoup de passion de ce qui a été un choix fort et un double choix fort, c'est-à-dire c'est une agriculture qui produit, mais c'est une agriculture aussi qui accueille et qui donc entretient l'espace. Donc je pense que Joseph a eu le même déclic de passion puisque Joseph a un parcours de vie qui l'a mené donc à être berger salarié. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qui t'a motivé pour prendre cette vocation? Oui, alors c'est pareil, à l'image de François, je suis petit-fils de paysan. Et puis c'est revenu en fait dans ma vie, cette envie de rester au contact des animaux, de vie au grand air. Dans mes précédentes activités professionnelles, j'ai toujours été dans des grands espaces. Je me sens un peu étriqué dans ce bureau d'ailleurs. Je ne suis pas confiné. Mais du coup, voilà, c'est la conjugaison d'une passion, de retrouver ses racines aussi. Pour ma part, c'était très important pour moi de me reconnecter avec ce qu'ont pu faire mes grands-parents et mes aïeux. C'est toujours été une famille paysanne. Et du coup, voilà, j'ai grandi entre la Normandie et Pays Basque. Et j'ai voulu parcourir un peu la France, les massifs, les diverses formes de pastoralisme, parce que c'est très multiple, entre un pastoralisme au Savoyard et un pastoralisme du Var ou des Alpes de Haute-Provence, c'est vraiment pas la même chose. Et le fait d'avoir été berger salarié, donc je me suis formé, évidemment, c'est pas venu sur le tard. Berger, c'est un métier avant tout. Et du coup, j'ai pu parcourir pendant 4 ans par divers contrats, diverses formes pastorales, des gens superbes. Et c'est une des motivations, en fait. Ma première motivation était de vivre au grand air avec les animaux, avec un troupeau, et puis découvrir les hommes qui sont derrière, parce que je crois qu'on oublie trop souvent que derrière l'élevage, c'est aussi une question d'hommes et d'humanité.
Et du coup, voilà, on a fait des bonnes et des mauvaises rencontres, mais la plupart du temps, c'est toujours des bonnes rencontres. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à du coup concrétiser mon projet et à m'installer dans les Pyrénées avec un troupeau laitier parce que, comme le disait François, c'est des montagnes vivantes. On n'est pas berger avec un troupeau, on ne déconnecte pas le troupeau de la production alimentaire. On est berger parce qu'on prend soin de nos animaux de la vie, de la naissance à la mort. Il ne faut pas l'occulter. Et qu'on soit en production fromagère ou laitière. Et notre objectif, mon objectif à moi, était de mener mes bêtes là où j'avais envie et de pouvoir produire un produit de qualité et voir les gens avec des pépites dans les yeux quand ils le goûtent, parce que je crois que c'est ce qui nous anime le plus, c'est quand on gère la finalité de notre production, c'est d'avoir cet échange humain avec le consommateur final. Donc voilà, aujourd'hui, mes motivations, elles sont essentiellement la vie au grand air, elles sont également la vie avec mon troupeau, et puis le partage entre les diverses communautés, qu'elles soient pastorales, rurales, et puis les communautés urbaines avec qui on échange autour de nos produits. Ah, je crois qu'on a eu aussi un petit problème de réseau, décidément. Ça va, Joseph, on t'a repris parce qu'on a eu une petite coupure là, pour le coup. Si tu veux finir le propos. D'accord. Donc je disais, voilà, c'est un échange entre plusieurs communautés et ma passion, enfin mon métier aujourd'hui, je le vis à travers le partage de grands espaces, l'entretien. J'avais à cœur de mettre en accord le fond et la forme. Et c'était très important pour moi. Merci beaucoup, Joseph. Donc, même ressort sur les passions et même envie à la fois de vivre dans un milieu naturel auquel vous participez, de produire des choses saines, mais aussi de croiser des gens et de retrouver du sens dans votre vie. Peut-être un moment où la société est en train de chercher du sens, justement. Donc, vous exprimez bien que dans les choix qui ont été faits, donc il y avait cette volonté de retrouver du sens. Alors, le pastoralisme, le sens, j'imagine que quand on est maire d'une petite commune des Alpes du Sud, tout entouré de brebis qui l'été partent peut-être dans les Alpes, mais sont l'hiver, le printemps et l'automne, et peut-être même encore l'été en bas. J'imagine que lorsqu'on est maire de cette commune-là, le pastoralisme a du sens évidemment. Donc, je vais laisser Denise indiquer à quel point dans sa vie de maire, d'élu, ça prend une place forte, le pastoralisme. Il faut mettre le micro, Denise. Pardon. Ça y est. Donc, je vous remercie, Claude. Ce que je voulais dire, oui, évidemment, le pastoralisme dans les petits territoires a une forte importance. Moi, je suis maire depuis maintenant 30 ans et j'ai pu voir la différence entre ce qui se passait dans nos montagnes il y a 30 ans et ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, je vais d'abord resituer le contexte et vous expliquer pourquoi les élus responsables des territoires ont souhaité créer cette fédération nationale des communes pastorales pour défendre le pastoralisme. C'est une vraie volonté des élus qui ont pris conscience de l'importance du pastoralisme dans les territoires. Ces élus-là ont vu la dégradation au fur et à mesure des années et ont souhaité faire entendre leur voix pour toutes les questions qui concernent le pastoralisme, en partenariat évidemment avec les acteurs du territoire, quels qu'ils soient, éleveurs, bergers, syndicats, associations de techniciens, chambres d'agriculture, que nous jugeons vraiment le pastoralisme est quelque chose qui est essentiel pour l'économie, l'aménagement des territoires, l'entretien des espaces, la biodiversité, le tourisme. Et cette fédération, la création de cette fédération nous permet de nous fédérer, de représenter nos territoires auprès de toutes les instances régionales, nationales et européennes. C'est aussi pour cela que nous avons monté cette fédération, puisque malheureusement, lorsqu'on est des élus, malheureusement ou heureusement, on n'est plus entendu dans les instances.
Donc, ça nous permet de le faire, ça nous permet de travailler en réseau et en partenariat, ça nous permet de donner des informations à tous les adhérents, de monter des projets, etc. Alors, maintenant, on va en arriver à la problématique dont nous parlons, c'est pourquoi nous voulons sauvegarder ce pastoralisme dans les territoires. Donc, ce pastoralisme, il conserve la qualité de nos paysages. Il est essentiel en matière de qualité et de diversité des paysages, notamment en ce qui concerne le maintien des milieux ouverts, qui seraient sinon complètement embroussaillés. Et cet entretien continu par les troupeaux évite vraiment aux communes de lourds investissements de débroussaillage et de broyage mécanique que nous n'aurions pas les moyens de faire, évidemment. Cette fermeture des milieux, elle provoquerait aussi des risques encore plus importants pour les incendies, pour les avalanches. L'abandon des zones d'estive serait vraiment pour nous préjudiciable parce que nos touristes n'auraient plus accès aux grands alpages. Ça entraînerait aussi une baisse de l'activité économique et du tourisme, dont je viens de parler, parce que cet entretien des surfaces par les troupeaux est vraiment primordial. Ça serait une catastrophe aussi pour la biodiversité animale et végétale. C'est bien grâce à ces territoires qui sont pâturés que nous avons un important réservoir de biodiversité pour lequel nous, les élus, nous sommes battus pour créer des espaces réservés, des parcs, des zones Natura 2000, etc. Nous en verrions la destruction. Ça serait un retour en arrière. Il est important aussi de reconnaître et de conserver le patrimoine culturel du pastoralisme. Ces espaces naturels qui ont été façonnés par les activités agricoles et pastorales au cours des siècles ont accumulé un ensemble de savoirs en fonction des territoires qu'ils exploitent et auxquels ils donnent leur identité. Ça serait une perte de notre identité dans chaque région, dans chaque territoire. Les générations successives des éleveurs ont sélectionné des races animales adaptées aux caractéristiques de nos territoires. D'ailleurs, il y a une association qui existe pour cette défense qui s'appelle le CORAM, qui est très importante aussi. On a un important patrimoine culturel qui tourne aussi autour du pastoralisme avec un riche artisanat que nous souhaitons maintenir. Nous avons énormément de fêtes qui tournent autour du pastoralisme, la montée en alpage, la descente, les foires, etc., etc. C'est pour cela qu'au niveau de notre fédération et de l'association aussi des communes pastorales de la région sud, nous avons décidé de créer une charte des communes et des territoires pastoraux qui engageront et fédéreront les élus autour de la sauvegarde du pastoralisme. Voilà, en quelques mots, ce que je pourrais vous dire sur notre volonté forte d'élus de maintenir ces territoires avec en leur sein nos éleveurs et nos bergers. Merci beaucoup, Denise. Donc, toujours la même passion. On sent que tous les trois, c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Ce que tu nous as amené là, c'est aussi une vision d'intérêt général du pastoralisme, tant sur le maintien de service. Alors, il y a un peu de bruit. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, ceux qui ne parlent pas? Voilà. Merci beaucoup, c'est parfait. Voilà, donc tu soulignes bien l'intérêt qu'il y a en termes de maintien de services publics, de gestion des risques liés à l'entretien de vos zones difficiles en termes d'avalanche, d'incendie, etc., mais aussi en termes de tissu social. Je pense que tu l'as bien souligné et ça fait un tout, ça.
Alors, je vais me tourner vers Gregorio, qui est un fervent défenseur du pastoralisme à travers le monde, qui connaît bien tous les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, et qui anime donc la plateforme internationale des connaissances pastorales à la FAO. Il a dû se retrouver dans les 3 témoignages en question. Et je pense qu'il peut nous éclairer sur le fait que ce qui a été dit, c'est des valeurs universelles, je pense que tu défends au jour le jour dans ton rôle. Je te laisse la parole, Grégorio. Merci, Claude. Merci à vous tous pour être là. En fait, j'ai eu la chance d'être né dans une famille aussi agro-pasteur. Et après, mon carrière professionnelle m'a donné l'opportunité de regarder le pastoralisme du côté technique, mais aussi du côté politique. Donc, j'ai une vision si globale de pastoralisme, mais aussi ancrée dans la terre. Et, de façon générale, à la FAO, on considère le pastoralisme aussi important. De façon globale, une fois que les surfaces de ce pâturage à niveau global, ils sont comptés autour entre 35 et 40% de surface totale terrestre. Ça donne une idée de la quantité d'espace géré et entretenu pour les pasteurs. Et aussi, le pastoralisme, on peut le trouver dans 75% des pays dans le monde. Donc, c'est une question même si on regarde les expériences à niveau terroir, il y a le pastoralisme partout dans le monde, de la steppe de l'Asie centrale jusqu'à les pays de l'Amérique latine, de l'Australie jusqu'à l'Afrique. Donc, on est en face vraiment d'un phénomène global. Et c'était important d'entretenir des espaces, comme Madame Denise l'avait dit. C'est clé pour nous, en fait, parce que en plus d'entretenir cet espace, en pratiquant et en vivant cette façon d'être le pasteur, parce que pour moi, c'est un moyen de vie plutôt qu'une matière. Et on dira qu'ils fournissent beaucoup de services à la société en général et à la communauté. Ils fournissent des services en plus d'approvisionnement de viande de lait au marché, que ça c'est clair. Ils produisent beaucoup de services environnementaux. Et bien, plus concrètement, je voudrais parler un petit peu sur des services qui donnent un appui à la biodiversité. En concret, entre autres, on peut parler de l'appui à la dispersion des semences, qu'on connaît bien que la pratique de la transhumance, mais même aussi des pastoralismes plus attachés à un terroir déterminé, ils produisent. Et il y a des cas d'études dans lesquels cette dispersion des semences a été valorisée en Allemagne. Et un troupeau de 12 brebis, il a été valorisé tout autour de 4 000, 5 000 euros, ces valeurs de dispersion de cette semence. En plus de ça, cette biodiversité s'appuie sur la diversité des animaux domestiques qu'ils prennent soin d'eux. Comme Madame la maire a dit, il y a des races locales vraiment importantes pour être si rustiques et adaptées au terroir dans le pastoralisme et les pratiquer. Et on peut aussi dire que cette race, il contient une banque génétique qui ça sera clé dans le futur pour faire face aux chocs et aux changements qui vont se produire bien sûr dans le futur. Donc, ce n'est pas qu'ils sont adaptés, mais aussi il faut les considérer comme une banque génétique là où on peut trouver la solution à un problème à l'avenir. Et je ne voudrais pas laisser aussi cette opportunité pour parler un peu d'un cadre plus large de comment le pastoralisme et le rôle qu'il doit jouer dans le système agroalimentaire, dans l'ensemble des systèmes agroalimentaires. On connaît que de plus en plus les citoyennetés et les citoyens ils sont beaucoup plus préoccupés de ce que nous mangeons, où est-ce qu'il est produit et de quelle façon il est produit. Est-ce qu'elle est durable, la façon de production des genres alimentaires? Et alors, si on considère le pastoralisme comme une façon de produire des genres alimentaires respectueuses avec l'environnement aussi, et travaillant avec la nature, on peut dire que le pastoralisme, il faut qu'il se place vraiment dans les systèmes agroalimentaires durables et qu'il prenne sa partie et c'est important et la reconnaissance de sa aportation à ces systèmes alimentaires complets.
Donc, l'année prochaine, il y aura une grande réunion mondiale par rapport à ce sujet-là concrète. Et je crois qu'il faut bien prendre l'opportunité pour voir comment le pastoralisme doit être considéré en regardant l'autonomie, la souveraineté, mais même aussi la durabilité des systèmes agroalimentaires. Merci. C'est ça pour introduire un peu la question d'une façon plus globale. Et on va continuer à échanger quand même, Claude. Très bien, parfait. Bon, je disais que tu avais dû te retrouver dans ce qu'avaient dit les uns et les autres, mais je crois que les uns et les autres ont dû se retrouver aussi tout à fait dans ce que tu as dit. Et tu es l'expression universelle du croisement un peu de tout ce qu'on a entendu avec les acteurs directs du pastoralisme. Avant qu'on passe au sujet à proprement parler de la table ronde, c'est-à-dire quel avenir du pastoralisme dans le monde d'après, je vais prendre une question posée donc, par un spectateur, je ne sais pas comment on dit pour une table ronde en visio, qui est pertinente à mon avis. Alors bon, elle s'adresse évidemment à François et à Joseph, mais aussi peut-être à Denise, et puis non, aux quatre finalement. Donc c'est une question d'Elisabeth qui nous demande si le pastoralisme a-t-il le droit de se moderniser lui aussi ? Accessibilité, pistes, machines à laver, électricité. Y a-t-il des réticences comme si le métier devait rester figé? Il semble que l'on veut un berger qui doit aller à pied, qui traite à la main dans une petite cabane pittoresque et qui se lave dans les ruisseaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas une image un peu dépassée aujourd'hui? Et en quoi est-ce que vous pouvez la faire évoluer dans votre vécu? Qui c'est qui veut répondre? Qui c'est qui lève la main? François, peut-être. Écoute, si tu volontiers, oui. Je crois qu'évidemment qu'il a le droit, mais je dirais même qu'il a le devoir de se moderniser. C'est-à-dire qu'on a des pratiques qui face au milieu, de toute façon, sont ancrées dans des pratiques ancestrales qui respectent un environnement qui est fragile. Et pour que ce soit durable, hein, il faut qu'on s'inscrive dans ces pratiques séculaires, j'ai envie de dire. Pour autant, il faut évidemment que ça se modernise parce que tout simplement, les bergers d'aujourd'hui ou les alpagistes d'aujourd'hui sont des gens de leur temps, quoi, hein, et un métier qui n'a pas de renouvellement de génération, eh bien, il est voué à disparaître. Donc, il a le devoir de se moderniser. Et donc, évidemment qu'on y travaille hein, avec les collectivités d'ailleurs, hein, pour qu'effectivement on ait une vraie capacité à moderniser ce métier. Et simplement, c'est de rendre des conditions de logement et d'habitation qui soient décentes. Hein, et donc, on a des vraies politiques pour accompagner l'amélioration du logement des agriculteurs, aussi des accès plus faciles, voilà, qui permettent aussi à la vie sociale, j'ai envie de dire à la famille, hein, de rejoindre l'alpagiste aussi souvent que possible, sans trop de contraintes. Je crois que ça, c'est important. Et puis, voilà, on est dans des filières aussi fromagères, en tout cas dans mon territoire. Il y a une nécessité à ce qu'on puisse produire du fromage avec les standards, j'ai envie de dire, technologiques du quotidien, même si les facteurs de milieu resteront prépondérants. Donc voilà, je dirais que évidemment qu'on s'inscrit là-dedans. Et j'ai envie de dire, c'est une nécessité aussi de le voir comme ça. Il y a peut-être des gens qui pensent ailleurs ce que devraient être ces espaces naturels un petit peu. Et en fait, c'est un espace qui a vécu, qui a évolué avec les hommes au fil des siècles. Et je crois qu'aujourd'hui, ce serait une erreur que de le mettre sous cloche, hein, de le sanctuariser et de dire c'était comme ça et ça doit rester comme ça. Au contraire, c'est un espace qui a évolué au cours des siècles. Et aujourd'hui, si on s'extasie devant la biodiversité qu'il y a, devant les paysages, c'est bien parce qu'il y a des hommes et des femmes qui y vivent, qui y travaillent et qui respectent cet environnement. Et pour moi, voilà, c'est important de le moderniser pour que ça puisse perdurer. Joseph, si tu veux ajouter des choses, toi qui as dû vivre dans des conditions très, très variables, donc en changeant de cabane et de massif. Oui, effectivement. Alors, pour parler de modernité, déjà, on est un alpagiste et un berger là derrière nos écrans. Donc, on est un peu moderne finalement. Et puis, on m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il fallait que je regarde la caméra qui se trouve là, ce qui est très peu habituel pour moi pour vous regarder droit dans les yeux, même si je ne vous vois pas. Donc, on va faire avec la nouvelle étape de la modernité qui est de parler à un écran. Effectivement, la modernité, finalement, on dit ça peut être tout et n'importe quoi. Nos pratiques se modernisent, même si elles sont extrêmement ancrées dans des savoir-faire qui sont transmis de génération en génération. Peut-être
une des grandes nouveautés finalement aujourd'hui dans la communauté des bergers, c'est qu'il y a plus cette transmission familiale, ou en tout cas dans un petit cercle restreint. Et puis on a des bergers qui arrivent de tous horizons, hein. J'ai été moi-même accusé d'être un faux berger cet été parce que j'avais eu d'autres aventures professionnelles, et finalement je reflète une catégorie de personnes aujourd'hui, que sont les bergers des temps modernes. Ce sont des bergers qui ont travaillé ailleurs et qui se retrouvent dans leur métier actuellement et qui, du coup, ont une vision plus large. Alors, si la modernité, c'est les conditions dans lesquelles on exerce, il faut vraiment préciser une chose, c'est que l'arrivée massive des femmes dans le métier des bergers a eu cet avantage de faire moderniser les cabanes, en tout cas les infrastructures. C'est elles qui ont poussé pour que ce soit de plus en plus confortable, parce que c'était extrêmement important. Et du coup, ça c'est vraiment une spécificité. Après, effectivement, de cabane en cabane, c'est pas toujours le même confort. On n'a pas tout le temps l'électricité. Ça dépend des conditions, mais en tout cas, il y a des choses qui permettent de financer l'amélioration des conditions de vie des bergers. Et puis, c'est surtout qu'en fait, c'est pas une question de vouloir du confort absolument, mais c'est aussi parce que avoir un certain confort dans les tâches du quotidien, parce que nos journées sont très très longues quand on est en estive, ça permet aussi de faire notre travail correctement, parce qu'on passe des heures et des heures dehors, qu'il pleuve, qu'il vente. Donc voilà, finalement, la modernité, on dit que c'est parfois une erreur. Dans notre métier, il faut quand même considérer que le pastoralisme n'est pas du folklore et que ça a traversé les temps. Donc finalement, c'est un métier qui a toujours été moderne dans son essence même. Claude, ouvre ton micro. Excusez-moi, merci beaucoup. Donc, il y a une question un peu dans le même sens, le prolongement donc, qui a été posé donc, et qui s'adressait à François, mais qui peut aussi évidemment toucher Denise. Et Grégorio nous en dira un mot pour hors l'Europe, j'allais dire, hors la France. Comment faites-vous financièrement face aux contraintes européennes, donc laboratoires, salles blanches, hygiène, qui ont malheureusement entraîné donc la disparition de nombreux bergers et qui ont nécessité la mise aux normes des ateliers de fabrication en fromage. Alors, bon, François ou Denise, parce que tout à l'heure, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais dans une grande majorité des cas, les cabanes pastorales comme les territoires sont la propriété des communes et des collectivités locales. Mais peut-être pas sur la Haute-Savoie, François, mais bon, je te laisse répondre, François. Oui, on a les deux cas, et plus ça va, plus on fait en sorte que les collectivités prennent la main sur ça pour sanctuariser le. Mais voilà, pour répondre à cette question de Jérôme, moi je dirais quand même déjà que même si ça a causé la disparition de beaucoup de produits, ça a aussi, dans certains ateliers, apporté du confort de travail quand même, il faut quand même le dire. Bon, néanmoins, on se bat au quotidien, localement, avec les services de l'État pour que ce qui est imposé ait du sens. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison d'imposer à un atelier de production fermière des normes qui correspondent aux normes de l'industrie. Et c'est un peu à ça vers quoi on se bat, et on a besoin effectivement d'être entendu là-dessus. Parce qu'on fait un produit qui est souvent qui est au lait cru, avec, pour révéler tout ce que le terroir, tout ce que la prairie d'alpage finalement peut transmettre dans le produit. Donc il n'est pas question de le standardiser, et donc pour autant il faut le minimum nécessaire, j'ai envie de dire, à avoir de bonnes conditions de travail, etc. Mais surtout pas de standardiser le produit, et effectivement il faut que ça reste réaliste pour qu'on puisse avoir des ateliers de taille modeste dans de nombreux ateliers. Donc voilà, et c'est une question derrière, plutôt d'écosystème microbien, tout simplement. Et il n'est pas question de tout standardiser. On veut garder cette richesse, cette biodiversité microbienne, et la normalisation de tout ça ne doit pas le faire disparaître. Donc voilà, donc il y a quand même des politiques de soutien. Il n'y avait pas sur le pastoralisme dans ma région par le passé d'aide financière, puisque les aides régionales, européennes ou départementales accompagnaient plutôt ce qui était l'entretien, en fait, mais n'accompagnaient pas la production. Et on vient en fait
pour répondre à ces exigences-là, nous, le Conseil Savoie-Mont-Blanc, donc les deux départements, on compris qu'il y avait une politique qui était orpheline et on crée une politique laitière et fromagère en alpage qui soutient les investissements productifs en alpage. Donc voilà, on s'est battu là-dessus parce qu'effectivement, les éleveurs ont déjà les ateliers dans la vallée à financer et effectivement, les collectivités, quand elles sont petites, n'ont pas les moyens d'autofinancer totalement ces travaux. Donc, il y a une politique de soutien là-dessus. Mais la première chose, c'est effectivement tenir ces normes pour qu'elles restent réalistes. Je ne sais pas si Denise veut ajouter des choses sur les programmes d'amélioration pastorale. Voilà. Ok, j'arrive à ouvrir mon micro, ça ira mieux. Oui, évidemment, cette aide à la modernisation, elle incombe beaucoup, elle joue sur les finances des communes pastorales. C'est très compliqué souvent parce que même s'il y a des aides, alors je ne vais pas pleurer, mais les aides maximales, c'est toujours 80% et il y a toujours 20% d'une part communale à sortir. Évidemment, les communes n'ont pas que ce type de travaux à faire et déjà, il faut faire comprendre à ces administrés l'importance d'avoir des éleveurs sur le territoire pour financer ces travaux, le choix de ces travaux plutôt que d'autres. Donc, il y a les cabanes pastorales, il y a évidemment les pistes, il y a les impluviums et il y a de nombreux travaux d'investissement qui peuvent être pris en charge par les communes. Alors, fort heureusement, comme tu le disais, François, les collectivités ont pris conscience de l'importance de moderniser, on va dire, votre métier. Et il y a une aide, on peut recevoir des aides au niveau européen, au niveau régional, puisque l'agriculture est de la compétence de la région. Et de nombreux départements ont signé des conventions avec la région pour pouvoir aussi apporter des financements et aider à cette modernité. Parfait, merci beaucoup Denise. J'ajouterai, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, bon, les Pyrénées, donc il y a aussi une activité laitière en estive. Bon, on a mis aux normes, alors on a mis 10 ans ou 15 ans, 140 cabanes d'estive, dont à peu près la moitié ne sont pas desservies par une piste. Ça veut dire qu'on a, comme l'a dit François, négocié une mise aux normes compatible avec le fait de travailler mieux, parce qu'il l'a dit aussi, ça nous a autorisé à travailler mieux, les conditions d'hygiène sont bien meilleures, tout en gardant le fait de continuer à fabriquer dans des conditions traditionnelles, puisque, donc, je redis, 70 cabanes ne sont accessibles qu'à pied. Je ne sais pas si Gregorio, qui doit vivre ça à l'échelle des pays beaucoup moins dotés que nous et beaucoup moins aidés, le problème doit se poser ailleurs aussi de façon cruelle. Bon, les réalités sont complètement différentes dans les différents pays. C'est clair que la spécificité de l'Europe, elle est claire sur ce sujet-là de régulation et cadre légal pour le développement de l'activité pastorale. Mais je voudrais revenir aussi parce que je crois que c'est important d'ouvrir un peu aussi la discussion sur l'innovation du pastoralisme, ça que Joseph il a dit, sur le pastoralisme, il était toujours moderne. Et c'était parce qu'il est capable de s'adapter à la variabilité et les changements qui se produisent tout autour du pastoralisme depuis les milliers d'années. Donc, il était toujours innovatif, mais c'est clair qu'il y a dans certaines parties du monde, même aussi en Europe, dans lesquelles il y a des développements technologiques, des images satellitales, des outils pour la gestion des troupeaux. Et la modernisation, ce n'est pas que les infrastructures qui lui donnent des moyens de vie plus modernes, mais aussi comment on utilise la technologie pour la métier même. Donc, c'est important aussi pour moi, j'ai tiré de ça que Joseph il a apporté, la participation des femmes sur les questions pastorales, que c'est si important en Europe, mais je crois que ce n'était pas des choses qui étaient nouvelles. Les femmes, ils en étaient toujours là-bas. Mais maintenant, il devient visible. Il devient visible pourquoi? Parce qu'il y a les outils technologiques qui le permettent. Il y a des réseaux de femmes pasteurs en Espagne si puissants
qui sont devenus vraiment visibles et qu'ils mettent les paquets sur les requêtes qu'ils font et comment ils dénoncent la situation qu'ils se trouvent. Donc la modernité, c'est ancré dans le pastoralisme même. Et pour l'autre question, on peut dire, il n'y a rien à voir la situation de pastoralisme, on dirait, dans les pays sahéliens qu'en Europe. Là-bas, bon, vous avez parlé des difficultés des laboratoires, des salles blanches, d'hygiène. Difficile à voir un laboratoire dans certains pays. Donc, il faut bien... c'est pour ça que cibler le pastoralisme, il faut faire un diagnostic clair sur d'abord des contextes et après sur les pratiques pastoralisme concrètes que nous allons appuyer, adresser, analyser, diagnostiquer. C'est difficile à faire des comparaisons à ce niveau-là entre une et les autres. Bien sûr qu'il y a le pastoralisme, qu'il y a des facteurs communs à tous, par tout le monde, la race locale, l'usage des espaces communs, la mobilité de l'élevage, mais il y a des spécificités si claires, et un des cas de ces spécificités, c'est la régulation des politiques normatives qu'il faut remplir. Merci. Merci à toi. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour sur les enjeux et tu nous aides à faire la transition quand tu dis, Grégorio, que le pastoralisme, il est ni moderne ni passéiste et qu'il s'est toujours adapté. Il a survécu parce qu'il est très agile, qu'il est moins rigide parce que moins sédentarisé, il est plus souple et donc il s'adapte. Alors, on va passer à au deuxième volet du débat et on va y aller directement avec une question d'auditrice dans la question de Anissa qui a été posée: en quoi la transhumance et les pratiques qui lui sont liées, le pastoralisme, les produits qui en sont issus répondent aux attentes sociétales actuelles qui se trouvent renforcées, donc exprimées donc à travers la crise Covid globalement et la crise de réchauffement climatique globalement aussi, qui nous incite à parler de monde d'après, dans lequel se posent beaucoup de questions. Le réchauffement climatique et son incidence, la politique d'autonomie alimentaire, comment on s'alimente, comment est-ce qu'on essaye d'être le plus autonome, et aussi la qualité évidemment de ce qu'on mange, et les enjeux liés à la biodiversité. Donc la question d'Anissa: en quoi la transhumance, les pratiques qui lui sont liées, les produits qui en sont issus répondent aux attentes sociétales actuelles? Alors j'imagine que tous les quatre vous voulez y répondre. Qui c'est qui démarre? Vous levez la main ou non, vous prenez directement la parole, il n'y a pas de problème. Est-ce que je me permets? Allô? Je me permets de prendre la parole et merci Anissa pour cette question qui est fondamentale parce que je trouve que voilà, la défense le pastoralisme représente bien l'alimentation que nous souhaitons tous pour le futur. Donc, c'est l'alimentation avec un élevage intensif plutôt qu'extensif. Et d'ailleurs, les communes, les territoires, les collectivités, quelle que soit leur hauteur, on va dire, ont bien pris conscience de cette problématique, puisque dans énormément de territoires, un pourcentage très élevé maintenant, ces collectivités mettent en place de ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux, des PAT, qui sont soutenus par l'État pour proposer une alimentation saine avec des circuits courts pour toutes les collectivités, mais aussi pour les Français à tous les niveaux. Donc, la crise sanitaire que nous venons de vivre, je pense, a aussi ouvert les yeux aux Français pour leur montrer l'importance de ces circuits courts, notamment en agriculture.
Et c'est une bonne chose. Alors, on va espérer que ça va durer parce que, évidemment, il y a toujours la bataille entre les grandes surfaces et on va dire les petits commerces dont peuvent faire partie les agriculteurs, hein, puisque en vendant leurs produits, ils ont eux aussi un petit commerce. Mais on espère vraiment, en tout cas les élus que nous sommes en ont pris conscience, qu'il faut maintenir et développer ces circuits courts. Denise, peut-être Grégorio, tu pourrais nous dire un petit mot sur Oui. Donc l'élevage est souvent attaqué sur le fait qu'il est émetteur de gaz à effet de serre, et le pastoralisme ne coupe pas à cette attaque-là, donc c'est un peu en prolongement de ce qui a été dit par Denise. Bon, je sais que vous avez fait plusieurs approches globales de cette affaire-là, si tu peux nous dire en deux mots. Oui, bien sûr, Claude. En fait, en regardant la contribution de l'élevage au changement climatique, en plus d'être le pastoralisme bénéficié de cette analyse, c'était complètement le contraire. Il est encore pointu comme le plus responsable et le plus contributeur à ces émissions de gaz à effet de serre. Mais pour le contraire, il y a une explication derrière. L'explication est simple. Il y a toutes les méthodologies, les outils qui ont été développés par rapport aux calculs, les bilans, on dirait, des systèmes par rapport à la contribution des gaz à effet de serre et de carbone, on dirait séquestration et émission de carbone. Ils ont été faits en regardant les systèmes intensifs de production animale. Alors, si tu mets la productivité devant tous les calculs que tu fais, tu vas trouver qu'ils ne sont pas du tout adaptés au système pastoraux. Alors, il y a un manque d'adaptation des systèmes et des méthodologies pour faire les calculs de bilan carbone des systèmes pastoraux. Et nous travaillons sur-dessous. Il y a des expériences déjà qui ont été faites. Et dans ce cas-là, c'était au Sénégal qu'on a fait un calcul avec une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie. Et comment c'était fait? C'était fait en prenant en compte tous les éléments de l'écosystème. Tu vois, il y a beaucoup d'éléments dans l'écosystème qui font partie de ce bilan de carbone. Donc, on a vu qu'en prenant en compte tous les éléments de l'écosystème, l'eau, le sol, les arbres, toutes les espèces végétales, on a trouvé que c'était tout, il a donné un bilan neutre. Donc, le contraire qui se passe aujourd'hui d'être culpabilisé comme les plus contributeurs à ce changement climatique est le contraire. Donc, nous devons faire un boulot incroyable pour visibiliser l'avantage comparatif du pastoralisme quand nous parlons des changements climatiques. Et donc, c'est une chose qu'il va prendre le temps, mais on va y arriver. On va y arriver parce que les données, les évidences, ils sont là. Donc, il faut continuer à donner des évidences en regardant avec une nouvelle approche, avec une nouvelle méthodologie et les nouveaux outils adaptés au système pastoraux et voir comment nous devons compter sur les systèmes pastoraux pour avoir un approvisionnement de viande de lait et avec une contribution vraiment neutre et vraiment adaptée à ce que la société demande. Parce que la question qui a été posée, c'est comment le pastoralisme il répond aux demandes de la société. Et on connaît tous que le changement climatique c'est une des priorités de tous les gouvernements presque du monde. Donc voilà, c'est une façon claire de répondre aux besoins de la société. Voilà, je vois que Didier est revenu. Et alors, je pense que les deux éleveurs, je te redonne la main ensuite, Didier, il n'y a pas de souci. Mais je pense que les deux éleveurs doivent être rassurés de cette démonstration de la FAO sur le fait qu'ils ne sont pas coupables d'émissions de gaz à effet de serre. Dites-nous ce que vous en pensez. Et au-delà de ça, la question de Maxime, elle allait même un peu plus loin que ça, c'est comment le métier de berger va évoluer avec le bouleversement climatique, de moins en moins d'eau et de moins en moins d'herbe et de plus en plus sèche tôt. Dites-nous ce que vous en pensez. Joseph, tu as levé la main, vas-y.
Oui, effectivement. En fait, comment on va répondre aux enjeux actuels? Je crois qu'on peut retourner la question aussi, en fait. Comment la société va prendre conscience que les pratiques pastorales, qui ont toujours été là, n'ont jamais eu d'impact vraiment fort sur le changement climatique et cette nouvelle ère finalement de l'Anthropocène où l'activité humaine a un impact direct sur les courbes de température et les évolutions. Je crois qu'en fait, on a une activité pastorale qui a traversé les époques et je pense qu'il y avait beaucoup plus de bergers, de vachers il y a plusieurs centaines d'années qu'il y en a aujourd'hui. Je crois que c'est une réalité aussi. Hein. Les territoires pastoraux perdent des bergers, perdent des élevages, des petits troupeaux pastoraux. Je crois que pour donner une idée, il me semble que sur la vallée du Haut-Béarn, où je m'installe à l'heure actuelle, il y a 65% du territoire qui est un territoire pastoral. Donc c'est un territoire immense. Et on a 65% de la surface qui sont des surfaces herbeuses et herbagères, où de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que faire paître des animaux et des troupeaux pour arriver à se nourrir. Donc en fait, j'ai plutôt envie de renverser la question, c'est à quel moment la société va prendre en considération que la pratique pastorale répond à ces exigences en fait. Finalement, c'est plutôt la société qui, par son ultra-modernisation et modernisme, s'est tournée vers une alimentation qui était un peu, on va dire, déterritorialisée et à quel moment on va réussir à faire prendre conscience collectivement que l'alimentation a besoin de se territorialiser et d'être attachée à un territoire. Et ça, c'est hyper important d'un point de vue pastoral. Et il me semble que ça doit être souligné en fait pour la suite, pour l'avenir de notre métier. Peut-être François, comment tu vois toi l'impact du réchauffement climatique dans ton activité? Est-ce que ça se sent déjà? Oui, alors oui, bien sûr, mais il se ressent que ce soit dans les alpages ou en bas. Donc j'ai envie de dire, le pastoralisme, il répond à l'adaptation au changement parce que si on regarde le pastoralisme d'aujourd'hui et celui d'il y a 50 ou 60 ans en arrière, j'ai envie de dire, c'est une activité productive. Hein, et dans les bilans et les méthodologies dont Grégorio parlait, hein, et je crois que si on regarde juste, on a une production qui est extensive, donc forcément, elle va mettre plus de temps pour faire 1 kilo de viande ou 1 kilo de lait. Mais si on regarde l'ensemble du système, hein, c'est surtout, comme le disait Joseph, hein, ce sont des prairies naturelles qui ne sont jamais retournées, c'est-à-dire qu'elle capte du carbone uniquement, c'est-à-dire parce qu'elle est productive, cette prairie pastorale, parce que les troupeaux la paissent et finalement qu'elle se régénère, elle capte du carbone. Et elle n'est jamais retournée, donc elle ne relâche pas le carbone. C'est ça la grosse différence finalement entre l'élevage extensif et herbagé hein, et l'élevage plus industriel, effectivement, qui se sert d'autres productions plus intensives. Donc voilà, le pastoralisme en Haute-Savoie, il a été sauvé par la sécheresse de 76. À l'époque, la sécheresse, elle était, on avait une tous les 50 ans, maintenant on en a bientôt une toutes les années. Mais c'est en 76 qu'ils ont compris, alors qu'ils avaient finalement peut-être délaissé un petit peu les espaces pastoraux difficiles à l'époque, ils ont compris que pour nourrir les troupeaux, il fallait surtout pas lâcher sur les alpages parce qu'on en avait besoin. Et donc aujourd'hui, je suis convaincu, on y travaille localement, hein, à garder tout le potentiel, toute la ressource qu'on a dans ces montagnes, hein, dans ces alpages, parce que finalement, demain, dans nos productions de qualité, d'appellation d'origine protégée, on tient à ce que l'alimentation vienne du territoire, qu'elle ne soit pas importée. Et donc, on aura moins de ressources fourragères dans la vallée, donc il faut que les troupeaux optimisent l'ensemble du territoire du haut vers le bas. Donc il faut qu'on continue de monter en alpage. Hein. Et quand il y a un troupeau laitier, et moi c'est mon souhait, hein, dans mon territoire, souvent dans un alpage, il y avait anciennement 30 vaches laitières, 30 génisses, il y avait 40 caprins et il y avait parfois encore des brebis. Hein. Et si les autres sont partis parce qu'ils ne faisaient plus du lait, bah souvent on désintensifiait un petit peu l'utilisation de l'alpage et il n'y avait plus que 50 génisses. Donc moins de chargement finalement. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que ces alpages, sur les parties les plus éloignées des points d'eau, sur les parties les plus difficiles à exploiter parce que des versants de moindre qualité, eh ben, on a eu finalement la forêt qui a repris ses droits. Hein, et du coup, on a perdu du potentiel pastoral, on a perdu de la richesse. Donc en fait, aujourd'hui, il faut qu'on continue d'optimiser l'utilisation de ces espaces et on en a vraiment besoin. Quoi. Voilà, donc je pense que le pastoralisme, il participe complètement de l'adaptation pour finalement, alors qu'on avoir plus de ressources hein, pour continuer de nourrir de façon qualitative hein, nos concitoyens.
Didier est directeur de l'institution patrimoniale qui est dans les Pyrénées, un pays qui n'a pas encore la 5G, qui a peut-être même pas la 4G, peut-être même pas la 3G. Si tu veux rajouter des choses. Alors, je suis très heureux de vous retrouver. Il a fallu que je quitte mon bureau dans une ville de 12 000 habitants pour revenir dans mon village et dans mon quartier de 9 habitants pour pouvoir me connecter à vous. Bon. C'est intéressant dans le monde de la globalisation. Ouais. Bon, je veux juste contribuer à cette réflexion que je partage bien entendu très largement pour dire qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que je crois que c'est le pastoralisme qui est une des activités qui s'adapte le mieux au changement climatique, au pluriel, que l'on a connu depuis des millénaires. Parce que cette activité pastorale, elle est datée par les palynologues de 4000, 5000 ans. Je ne vais pas donner des dates précises, bien entendu. Mais elle a traversé les ères justement en s'adaptant. Et c'est sa force. Et chaque fois qu'elle était présente pour s'adapter, elle répondait à un besoin du moment. Je crois que ce qu'ont dit Joseph et François sont très pertinents, mais il faut aussi complètement inverser la réflexion et dire s'il y a bien une activité complètement adaptable et qui va continuer à apporter des aménités dans la période où elle est, c'est bien celle-ci. On prend l'exemple aujourd'hui. On a des embroussaillements, etc., qui sont liés quoi? À l'absence de pastoralisme. Et donc, on a des gros incendies qui se développent, etc. Qu'est-ce qui peut répondre à ça? C'est justement les activités de pâturage et de nettoyage du territoire. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, les pasteurs suivent l'herbe, suivent l'eau pour leurs troupeaux, mais ce sont des animaux qui s'adaptent extrêmement bien. On le voit en Afrique, on le voit en Mongolie, on le voit un peu partout. Je pense que notre ami Grégorio doit largement pouvoir nous alimenter sur cette affaire-là. Voilà, je rajouterai que cette idée-là, parce que je partage tout le reste et je vous remercie. Alors, je te propose, Claude, de continuer l'animation parce que tu comprends bien que je n'ai pas pu assister, vu que j'ai dû faire 45 km, à vos échanges et je ne voudrais pas arriver en contrepoint de l'animation. Donc, je te ferai gré de temps en temps de me poser une petite question et comme ça, je participe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, Didier. Je crois que Joseph voulait reprendre la parole sur ce thème-là. Oui, ben justement, comme l'a souligné Didier, c'est qu'on s'est toujours adapté et finalement, ce n'est pas le changement climatique qui est dangereux pour le pastoralisme, mais finalement, c'est la modernité en tant que telle. Je crois qu'aujourd'hui, les obstacles pour laisser le pastoralisme s'exprimer, c'est la modernité, c'est l'urbanisation, c'est les normes, c'est les envies d'ensauvagement. Et je crois que ce sont trois facteurs qui aujourd'hui mettent vraiment en péril. Je mettrai à côté les conflits entre les peuples, peut-être que Grégorio pourra nous en parler, parce que ça met aussi en péril, notamment dans le Sub-Sahel et Sud-Sahel, les activités pastorales. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour l'Europe, je crois que la vraie problématique, ce n'est pas le changement climatique, c'est pour nous comment, avec nos troupeaux, on peut aller pâturer là où il y a de l'herbe et de l'eau, et comment on peut avoir accès à ces endroits-là sans être restreint par des normes, par l'urbanisme, par des routes, par tout un tas de choses. Alors justement, peut-être, oui, Grégorio, vas-y. Non, c'est pour aller sur cette approche d'adaptabilité du pastoralisme. Depuis 10 000 années que le pastoralisme il existe, et c'est basé plutôt sur la mobilité. C'est la mobilité de l'élevage des personnes qui permet de s'adapter. C'est la mobilité qui est la clé pour s'adapter à ces changements, faire face à ces changements climatiques. Et ce n'est pas une mobilité de transhumance sur le monde entre les vallées et la montagne, mais il y a aussi des mobilités même transfrontalières. On a, même entre la France et l'Espagne, il y a des accords depuis les siècles pour traverser la frontière des Pyrénées et aller profiter des pâturages qu'il y a ailleurs de la frontière. Mais dans d'autres pays aussi du monde, il y a cette mobilité énorme entre pays. Et ils croisent les frontières, ils passent pour profiter et pour produire de façon durable là où ils trouvent les ressources pour le faire. Et c'est vrai que dans ce monde après, pendant la pandémie, les pasteurs dans certains pays, ils ont vraiment été impactés parce que la restriction des mouvements, ça a été appliquée aussi aux pasteurs.
Ce n'est pas le cas de l'Europe, là où le secteur primaire, il a été priorisé complètement. Ils l'ont laissé faire parce qu'ils savaient il faut approvisionner les marchés. Mais dans beaucoup de pays du monde, les pasteurs, ils ont été complètement arrêtés. Et ils sont vraiment dans des difficultés. Encore, ils sont dans des difficultés parce que les pays ont profité pour mettre en place des mesures qui compliquent la mobilité beaucoup. Donc, en plus de ça que Joseph il a dit, de l'expansion agricole, les infrastructures routières, les entreprises énergétiques, vous voyez, en plus de ça, il est venu la restriction à la mobilité qu'il a fait toute la pandémie. Et c'est la mobilité aussi, en revenant un peu sur ça que Joseph il a dit, c'est la mobilité et la manque de compréhension des besoins d'être mobile pour être adaptable qui amène les conflits entre des populations qui sont sédentaires et des pasteurs qui veulent profiter d'une façon temporelle de quelques ressources qui se trouvent dans l'espace. Et voilà, je voudrais amener la discussion un peu, la discussion de la mobilité, comment les stratégies clés d'adaptation des systèmes pastoraux. Merci. Merci beaucoup, Gregorio. Alors, j'aimerais revenir, mais bon, c'est en lien sur un point soulevé par Joseph, c'est-à-dire, bon, on vit dans un monde urbain qui est réglementé, qui est cadré, qui est normé, et vous avez dû vivre, alors, autant Denise que François, que Joseph et que Didier, vous avez dû vivre cet été un moment particulier où les gens qui s'étaient retrouvés confinés et ne pouvaient pas aller peut-être en vacances sur les plages au sud de l'Espagne, comme ils avaient l'habitude de faire, vous avez été confrontés tous à un afflux soudain de gens déconfinés, d'urbains déconfinés. Et ça, c'est aussi le monde de l'après, parce que ça risque d'être, on verra après ce que ça entraîne en termes de projets, donc ensauvagement, etc., etc. Mais déjà, sur ce moment précis, comment l'avez-vous vécu et comment avez-vous vécu? Alors, c'est la question de Félix. Comment est-ce que vous vivez l'avenir du pastoralisme au vu du multi-usage croissant en montagne et des conflits d'usage qui peuvent en découler, notamment sur les activités de loisirs, rando, VTT, trail? Qui c'est qui veut répondre là-dessus? Je veux bien démarrer si tu veux, Claude. Ouais. Puis après, nos amis continueront. Effectivement, on a connu une rupture de dynamique. C'est-à-dire qu'on avait une évolution vers le multi-usage dans nos territoires qui n'était plus utilisé que par les bergers, mais on a vu toute une série liée au tourisme. Alors au tourisme, nous, dans les Pyrénées, ça a été doucement. Et puis là, tout d'un coup, la récréation a été sonnée à partir du 11 mai. Et tout le monde a cherché un endroit où on pouvait aller librement, s'oxygéner dans la nature, sans risque sanitaire. Et donc, tous ces gens-là, beaucoup de gens se sont retrouvés dans nos montagnes. Et ça n'a pas été sans problème, parce que ça a créé donc effectivement une rupture dans cette évolution, et ça a été trop soudain pour nous. Alors, on voit une double action. On voit d'abord, et ça va être un petit peu en termes de reproche, c'est que nos amis des villes pensent que comme on est dans le milieu naturel, on est chez tout le monde et partout, on peut aller faire ce que l'on veut. C'est un lieu de loisirs, d'exercice. On peut faire du parapente, on peut faire du skateboard sur les routes, on peut envoyer les chiens se balader, on peut aller dire aux enfants d'aller caresser les chevaux et les vaches, etc. Et alors là, quand ça se passe, c'est absolument terrible parce que ça peut occasionner des accidents extrêmement graves et ça n'a pas loupé, bien sûr. Et donc là, il y a un petit problème de comportement parce que les gens n'ont pas compris que les estives appartiennent certes à des communes, c'est du bien public, mais c'est du bien commun des habitants. Et puis, les herbages sont loués par les éleveurs. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même un lieu de travail avec des animaux volumineux qui font du poids, qui sont naturellement dangereux sans vouloir l'être. Et donc, quand on a un enfant de 3 ans, comme ça nous est arrivé, qui s'est fait marcher dessus par une jument, fort heureusement, absolument sans dommage, on est absolument terrorisé. Et donc, tout le monde cherche un coupable et un responsable. Et là, c'est tout le monde et personne. Donc, je dis bien, les uns n'ont pas forcément conscience des choses, et nous, ça nous montre aussi nos lacunes en termes de communication. Il faut qu'on apprenne
à communiquer, à faire connaître notre métier. Et c'est pour ça que je remercie le Festival des métiers de la montagne de nous permettre cette table ronde qui va nous servir après par la suite aussi pour le diffuser sur les réseaux, etc. et de pouvoir passer des messages à nos amis. Parce que le monde du tourisme, du loisir, des activités sportives, tout ça, ben, on en fait nous aussi partie par moment. Et on voudrait accueillir et on veut accueillir tout le monde sur nos territoires positivement, en leur disant bienvenue. Mais c'est comme un peu partout, il y a quand même des règles. Quand on débarque en ville, faut marcher sur les trottoirs et faut rouler sur la route. Et voilà. Et quand on vient dans les montagnes, c'est un peu pareil. Alors, je vais vous donner une ou deux anecdotes. Un couple charmant qui vient avec une belle voiture cabriolet, qui ne bâche pas son cabriolet, à côté d'une prairie d'estive où il y a des chevaux. Eh ben, les chevaux ont passé l'après-midi à manger les sièges en cuir. Imagine le bonheur des personnes quand elles ont retrouvé leur véhicule. Et là, il y a une recherche de responsabilité après, etc. Voilà. Donc, moi, je veux l'aborder un petit peu sur ces angles-là en disant, je crois qu'il y a des efforts, il faut qu'on aille les uns vers les autres. Peut-être, Denise, le point de vue de l'élu qui doit arriver à concilier tous les points de vue. Oui, alors bien sûr, tout ce qu'a dit Didier et ce qui se passe vraiment dans nos communes est vraiment ce qui me semble très important, c'est cette non-connaissance du fait que quel que soit le morceau de terre ou d'herbe dans n'importe quel territoire, il appartient toujours à quelqu'un et non pas à toutes les personnes qui arrivent dans nos territoires en croyant pouvoir faire ce qu'ils veulent et en se sentant chez eux. Et Didier a raison, nous fautons par un manque de communication important pour ces familles qui arrivent et qui ne savent pas comment il faut se comporter dans nos territoires. Alors, si je me place du point de vue de l'élu, évidemment, nous engageons nos responsabilités et ça nous crée souvent de gros problèmes parce que nous avons un rôle de médiateur qui n'est pas toujours compris et cela apporte une difficulté supplémentaire. D'où vraiment, j'insiste, ce besoin de communiquer sur le partage d'un territoire, expliquer que vraiment les éleveurs, s'il s'agit d'un territoire qui est pâturé, les éleveurs louent ces territoires à des communes ou à des particuliers aussi, et le faire comprendre aux urbains qui ne connaissent pas cet état de fait. Alors, j'ai une question dans ce sens de Barnabé Achard, puisqu'il faut expliquer beaucoup, et qui s'adresse donc à François et à Joseph. Qui rémunère le berger sur le temps passé à accueillir et faire de la pédagogie aux autres usagers de l'alpage? Lorsqu'on est alpagiste et qu'on tient un refuge ou lorsqu'on tient une page Facebook, j'imagine que la communication avec les non-pastoraux est un point important. Est-ce que vous voulez en dire un mot l'un ou l'autre? Ne vous bousculez pas. Vous avez vécu aussi cet afflux, vous. Oui, je crois qu'un des effets bénéfiques finalement du confinement, du premier confinement, parce que le deuxième n'a rien à voir avec le premier, c'est peut-être que de nous avoir permis de nous rendre compte de la folie finalement de cet entassement dans les métropoles et que l'accès aux espaces verts n'était qu'une petite soupape qui permettait d'accepter la folie du quotidien. J'ai qu'un message, sortez des villes, quittez les villes et venez dans les territoires ruraux, mais avec les codes qui sont les codes des territoires ruraux, parce qu'il faut s'y adapter. J'ai un exemple très typique, j'ai un couple d'amis qui est parti de Paris suite au premier confinement, qui s'est installé à Combloux, pas très loin de chez toi, François. Et un ami en commun est allé chez eux et il leur a demandé s'ils connaissaient des bergers. Est-ce qu'il y a des bergers? Ah non, il n'y a pas de berger ici. Il n'y en a aucun, ça n'existe plus. Et en fait, il y avait un berger à 4 maisons plus loin
un vrai berger avec des moutons qui les faisait rentrer, sortir, etc. Et d'ici, il y a un berger à côté. Donc en fait, au-delà de cette espèce de dichotomie urbain-ruraux qui est, ma foi, c'est un peu trop simpliste, même si c'est facile de résumer comme ça. C'est plutôt la méconnaissance finalement de notre pratique. Et effectivement, l'animation, par exemple, de la page que j'ai créée depuis 4 ans maintenant, montre qu'il y a un attrait quand même de la part du grand public pour mieux connaître nos pratiques. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que le développement des activités touristiques se fait en superposition des activités pastorales et pas l'inverse. S'il peut y avoir du VTT, s'il peut y avoir de la randonnée, c'est parce que les randonneurs utilisent les drails, les chemins qu'ont créés les brebis, parce qu'elles sont passées, parce qu'elles prennent l'habitude de passer à des endroits, parce que les bergers ou les vachers prennent l'habitude de passer à ces endroits, ouvrent les sentiers, les entretiennent. Et ça, c'est très important. Demain, si vous n'avez plus de troupeaux sur un endroit où il y a un chemin ou un sentier de randonnée, ce sentier se ferme si les randonneurs ne prennent pas leurs mains avec la débroussailleuse tous les ans. Et j'ai cet exemple de l'été dernier où j'étais en estive, du coup en Haute-Savoie, les troupeaux étaient en liberté jusqu'à présent parce que c'est une pratique locale de travailler comme ça. L'arrivée du loup a remis en question cette forme de pratique. Et du coup, des troupeaux qui avaient l'habitude d'aller dans certains endroits n'y vont plus. Et les randonneurs se plaignaient en redescendant sur le petit hameau où j'étais, avec le refuge, que les sentiers étaient très dangereux, pas entretenus, etc. Et oui, c'est les troupeaux qui entretiennent les sentiers. Alors, avant qu'on enchaîne peut-être sur le sujet évoqué, François, toi, je sais que dans ta vocation, dans ce que tu as dit au départ, donc la vocation d'accueil aussi, la vocation d'explication de ton métier, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et bon, j'imagine que tu n'aurais pas un refuge si ce n'était pas le cas. Comment tu le vis au jour le jour, toi, ça? Oui, par rapport à la question, je pense que nous, on en a beaucoup discuté dans le territoire avec les élus qui avaient beaucoup d'attentes pour qu'effectivement, en alpage, on accueille le tourisme. Parce que c'est quelque chose qui attire, quoi. Donc, on a dit il y a 2 types d'activités. Il y a les événements qu'on peut faire collectivement et soutenus effectivement par le collectif, par les collectivités, où là, on fait de la communication à grand coup, j'ai envie de dire, sur des événements, sur les montées en alpage, sur des fêtes du pastoralisme. Et puis, par ailleurs, si on veut que ce soit durable, et c'est plein d'opportunités de se reconnecter avec les consommateurs et les citoyens, effectivement, il faut que ça devienne aussi des activités économiques. Ça peut pas être en plus pour le berger, ça peut pas. Voilà. Donc sur notre exploitation, nous on a une personne qui s'occupe un peu plus de ça quand on a fait sa rémunération, sinon c'est pas possible, quoi. Et on embauche de saisonniers aussi à nos côtés pour faire tourner ça. Et je crois que du coup, c'est vrai que le multi-usage, tout ça fait qu'aujourd'hui il y a des zones de friction, effectivement, forcément. Et simplement, c'est là où il faut qu'on se pose, c'est que ça veut juste dire que la population, elle s'est complètement déconnectée. Elle mange pourtant 3 fois par jour, quoi, cette population, comme tout le monde. Et en fait, elle ne comprend pas finalement qu'il y a une liaison évidente avec l'agriculteur qui travaille son champ ou qui fait paître son troupeau, quoi. Donc en fait, il faut qu'on saisisse ces opportunités de se reconnecter pour réussir finalement à passer des messages, à rentrer en discussion avec eux. Et ça, je crois que c'est vraiment une nécessité aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Et peut-être pour tourner la chose de façon positive, moi, je pense que la contribution aussi du pastoralisme au monde d'après, c'est finalement on a besoin de retrouver du sens aussi dans ce qui fait la communauté finalement, entre ceux qui produisent de l'alimentation, ceux qui produisent des biens. Voilà, il y a l'alimentation dans ces espaces, il faut que ce soit respecté. Et je suis sûr que le pastoralisme, en tout cas dans notre vallée, c'est très fort. Il participe aussi à redonner du sens, à retrouver finalement aussi un peu d'identité, tout simplement. Le monde d'après, il est aussi, il est très global, mais il est finalement, on voit aussi qu'il y a tout un tas de populations qui perdent le sens. Et moi, je suis convaincu que le pastoralisme contribue finalement à donner du sens, à donner finalement une identité aussi à ce qui se fait en termes d'alimentation. Et ça, c'est super important, quoi. Alors, pour aller dans ce sens, bon, ce que tu dis est très fort, mais il y a quand même des sujets sur lesquels on a du mal à retrouver du sens commun. Voilà. Et donc la question de Maïtena, donc, qui la pose comme telle, on a une image contradictoire des bergers de la transhumance. Alors d'une part, il y a des pratiques qui s'inscrivent dans le développement durable, respectueux de la nature, de l'environnement,
favorisant même la biodiversité, fournissant des produits sains, etc., etc. Mais alors, pourquoi des pratiques comme l'écobuage, donc l'entretien par le feu, et l'opposition à la faune sauvage, sangliers, vautours et prédateurs notamment? Voilà. Donc la question est posée de cette façon-là. C'est un sujet délicat, donc il faut essayer de l'aborder sans trop cliver, parce que le clivage ne mène à rien. Qui c'est qui veut se lancer sur une réponse? Donc, comment expliquer cette difficile articulation entre les valeurs portées par le pastoralisme et des choses, des positions qui paraissent difficiles à comprendre pour des urbains, notamment, qui ont une certaine idée de ce que doit être l'espace naturel. Qui c'est qui veut se lancer à répondre? J'ai envie, Claude, de dire 2 mots avant de laisser la place à ceux qui doivent pas répondre à cette question. Ce sont nos amis bergers, bien évidemment. Mais ça fait le lien avec la question précédente. Je crois que nos sociétés modernes doivent réapprendre à se parler. Et c'est en se parlant qu'on se comprend. Et s'il y a bien quelque chose qui nous fait souffrir, c'est par exemple d'être aujourd'hui par l'outil Internet qui est fabuleux parce qu'il nous permet de nous réunir malgré tout. Mais par contre, on s'éloigne parce que on va pas à la fin de ce plateau se retrouver pour échanger, pour boire un coup, pour passer un moment convivial, très humain, etc., etc. Et notre société moderne se donne le sentiment de se concerter par tous ces outils et ne parle plus assez. Et du coup, ce qui pour nous paraissent des évidences deviennent des contradictions pour d'autres. Et je crois que, par exemple, on le disait tout à l'heure, quand on veut se comprendre avec les urbains en leur disant on vous accueille chez nous, mais il y a des règles aussi, c'est parce qu'il faut qu'on dialogue, faut qu'on échange, faut qu'on soit ensemble et qu'on fasse du commun, qu'on construise du commun. Et ce commun, il est en train de s'éloigner un peu. Et je crois que il y a un peu de fond sur ce sujet que tu viens d'aborder, Claude. Et maintenant que nos bergers ont certainement réfléchi un peu à la question, on va les laisser répondre. Merci. Qui c'est qui veut se lancer sur le délicat sujet? Peut-être simplement, moi je dirais, il faut qu'on ait une approche à chaque fois globale en fait de ces sujets-là. Et comme le disait Didier, tout simplement, je crois qu'il faut déjà simplement essayer de comprendre ce que fait l'autre et pourquoi il le fait. Effectivement, si on regarde par le bout de la lorgnette, peut-être qu'une pratique peut choquer. Mais par contre, à l'échelle globale du système pastoral, cette pratique-là, elle a du sens et elle permet la globalité. Effectivement, on parlait tout à l'heure de prairies qui captaient du carbone. Alors certes, l'écobuage parfois peut choquer, mais à un moment donné, finalement, ça permet effectivement d'avoir une prairie qui est productive, qui travaillera mieux et qui captera mieux derrière le carbone. Sinon, elle va effectivement s'enfricher et sera moins forte, quoi. Et ça, simplement, il faut aussi le comprendre parce qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Et à un moment donné, bien sûr que si elle existait, peut-être qu'on pourrait s'en servir, mais pour le moment, l'autre solution, c'est d'aller broyer avec des engins mécaniques très lourds, et c'est pas possible partout, et ça consomme aussi du carbone, ça n'a pas plus de sens. Donc voilà un petit peu ce qui est dire qu'effectivement, il ne faut pas regarder chaque sujet par le bout de la lorgnette, mais il faut avoir une approche finalement globale de cet équilibre entre finalement l'activité pastorale et les services écosystémiques, quoi. Oui, Joseph, pour avoir suivi cet été la page Facebook, et puis en prolongement de ce que dit François, je sais que tu es très attaché à ce qui est des limites nettes entre le sauvage et le domestique. Si tu peux dire un mot là-dessus. Oui, en fait, on se trouve, nous, les pasteurs, les bergers, les vachers, les chevriers, en fait, on travaille sur une zone frontalière entre le domestique et le sauvage. Et j'ai envie de dire, on est un peu les gardiens de la montagne et les gardiens de la protection du sauvage. On oublie trop souvent, par exemple, que les vautours ont été sauvés dans les Pyrénées par des bergers. Hein. Ce sont des bergers qui ont été comptés les nids pour sauvegarder une population de vautours locale. Et je crois qu'en fait, on est les gardiens de cette protection du sauvage parce que justement, on travaille à la frontière entre les activités humaines et la nature sauvage sans l'intervention de l'homme. Mais finalement, il ne faut pas oublier aussi que ne pas intervenir, c'est intervenir. Puisqu'on prend l'exemple typique du loup, on ne peut pas parler de berger ni de vacher sans parler du loup. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais on
on influence les comportements des prédateurs par nos propres pratiques. Et ça, c'est une évidence, il faut qu'on s'en rende compte. Ne rien faire provoque des comportements éthologiques chez les animaux sauvages. Et il y a aussi des changements de comportement des animaux sauvages en adaptation avec notre monde moderne. Il y a certains oiseaux qui, par exemple, pour pouvoir manger ce qu'il y a à l'intérieur d'une noix, font tomber les noix sur l'autoroute parce qu'ils se seront aperçus que les voitures passaient et qu'elles écrasaient les noix et que c'était plus facile pour eux d'aller manger à l'intérieur. Voilà. Et donc, je reposerai peut-être la question par rapport à nos pratiques. On parle des droits des animaux sauvages, on parle de tout un tas de choses. Et du coup, je pense qu'on a aussi le droit au bien-être de nos brebis. On a le droit au bien-être de nos animaux et de nos troupeaux. C'est un droit qu'on a de faire en sorte que nos animaux puissent manger correctement, ne pas souffrir. Et comme j'ai dit depuis le début, on les accompagne de la vie à la mort. Et dans cette problématique qui est le rapport des bergers, des vachiers par rapport aux prédateurs, donc au droit de tir, au droit de tuer, au droit de pouvoir repousser le sauvage à la frontière en fait avec nos activités, se pose finalement le problème de l'acceptabilité sociétale de la mort, puisqu'on a tendance à beaucoup l'occulter. Mais la mort, c'est pas forcément l'éradication. Voilà, je crois que cette frontière-là, elle doit se jouer et la société doit faire confiance aux bergers dans leur respect profond du sauvage parce qu'ils en sont les derniers gardiens et que c'est grâce à ça, finalement, c'est grâce au maintien de cette frontière à travers les temps que le monde moderne a pu aussi se développer, évoluer et grandir. Alors, c'est un sujet qui est très, très important à l'échelle de l'Europe, mais du monde aussi. Et je sais que c'est un sujet d'échange entre les communautés pastorales, très important. Alors, celui-là, comme d'autres, hein, il y a donc une question de Serena Ferrari. Alors, c'est plutôt pour Joseph et François. Pensez-vous que la coopération avec les bergers et les éleveurs d'autres pays européens peut contribuer à améliorer la visibilité du pastoralisme et par quels moyens est-ce que vous voyez que ça pourrait se faire? Toujours en lien avec ce genre de problématique à mettre en commun et pour rendre plus visible encore la problématique pastorale et aider la société ou les sociétés donc à comprendre ce qui se joue et ce qui se passe. Oui, je crois que ce serait certain. Il faut qu'on le développe pour... alors, je ne sais pas si on améliorera la visibilité, mais on a tout à gagner à avoir beaucoup plus d'échanges entre les différentes communautés pastorales. On avait animé un programme dans le réseau rural national sur les différents pastoralismes des massifs français. Voilà, on aspirait à ce qu'on puisse faire ça à l'échelle européenne et je pense qu'effectivement qu'on ait des événements peut-être internationaux nous permettrait effectivement de mieux être compris. Parce que je crois quand même aussi, et là on parle entre convaincus aussi, et j'espère que ceux qui nous suivent aussi qu'on est convaincants en tout cas, mais je reste convaincu. Les décideurs internationaux, pour moi, alors si la montagne c'est un sujet, le pastoralisme c'est un tout petit sujet de la montagne, et il faut que ces pratiques-là soient reconnues à une échelle beaucoup plus large et qu'elles soient comprises en fait. Et pour revenir à un sujet agricole, il y a la politique agricole commune qui se redessine à nouveau là. C'est un travail énorme et que les pastoraux ont du mal à faire que d'être compris par cette politique, tout simplement. On s'est simplement battu pour que les surfaces pastorales soient reconnues. Après, il faut qu'elles le soient comme il faut, qu'il n'y ait pas de dérive, etc. avec ça. Mais simplement, la politique agricole commune avait tendance à ne pas reconnaître à sa juste valeur, finalement, le pastoralisme. Voilà. Je ne sais pas, avant qu'on ait l'éclairage de Grégorio, Joseph, si tu veux ajouter des choses. Oui, en fait, c'est une question qui me touche parce que des activités qu'on a développées depuis la plateforme de connaissances pastorales, c'était un peu adressé à comment établir, et on a établi les réseaux européens de pasteurs. Et je crois que c'est la consolidation et le renforcement de cette approche européenne en face de la politique agraire commune qu'il faut faire bouger. À niveau de décision politique et de formulation de politique, les pasteurs,
ils sont rarement pris en compte. Et c'est parce qu'il n'y a pas on dirait une consolidation des réseaux et un interlocuteur. Parce que c'est la nature des pastoralistes aussi, étaient isolés dans les régions qui sont un peu éloignées. Mais maintenant, aujourd'hui, avec tous les moyens, même, comme les réseaux sociaux ou des autres, on peut vraiment arriver à avoir un réseau européen de pasteurs qui fasse les rôles d'interlocuteur avec des décideurs politiques à niveau européen, que c'est finalement là où ils viennent la politique agricole. Donc, plus d'efforts, nous aurons cette région, et à niveau pays, bien sûr, et à niveau européen. Et plus visible le pastoralisme va devenir et plus actif à la formulation des politiques. Et ça, pour moi, ça c'est clé. La marginalisation du pastoralisme au moment de la formulation des politiques, c'est clair. Donc, il faut adresser ce problème. Et comment s'adresse? On se rencontrant comme les principaux interlocuteurs pour cette base d'espace qu'il entretient, que les pasteurs entretiennent. Joseph, les réseaux sociaux, ça te parle? Oui, c'est vrai que la question de Serena est hyper intéressante. C'est finalement, comme on est en train de... Il faut comprendre que la culture pastorale est une culture orale, de transmission orale. Et que du coup, on est en train de perdre ce fil parce que de fil en aiguille, il y a de moins en moins de bergers où il n'y a plus cette transmission. Et que du coup, on a des super outils aujourd'hui numériques qui pourraient compenser cette perte de transmission orale et qui pourrait se faire autrement. Et du coup, la construction de communautés, parce que de toute façon, la vie pastorale est une vie communautaire, à travers les pays, on partage énormément de choses, souvent sans se connaître. Quand les bergers se rencontrent, c'est incroyable, ça match de suite toujours, parce qu'on parle de notre vie, de notre vécu, avec des approches différentes, avec des façons de faire différentes, et que du coup, la mise en réseau, finalement, grâce aux nouveaux outils numériques, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est capable de faire une conférence en ligne un peu partout en Europe, partout en France, dans 2-3 massifs différents, avec Gregorio qui est à Rome. Je crois qu'en fait, ces outils-là nous permettraient, de rendre plus visibles nos pratiques, parce qu'il faut aussi prendre notre part de responsabilité. C'est que le monde pastoral a souffert d'une certaine évolution de la société, mais il a aussi la responsabilité de se faire connaître et de prendre en main en fait ces outils-là pour montrer qu'on existe encore. Et quand moi, personnellement, à ma petite échelle, quand je vois qu'à la fin du mois, j'ai 300 000 personnes qui ont été touchées par les publications, par les reportages, par les photos, par les articles, eh bien, ça montre l'engouement, en fait, le désir sociétal de mieux nous connaître. Et parce c'est trop souvent abstrait, finalement, le monde pastoral. On s'en fait, il y a une certaine image d'Épinal. Et quand on rentre, c'est un monde merveilleux où on partage des cultures, où on partage des traditions, où on partage des échanges sur la nourriture, sur des pratiques, etc. Et donc, l'arrivée de ces outils numériques, pour nous, pour le monde pastoral, c'est une vraie opportunité en fait pour traverser cette époque qui s'ouvre et ce monde d'après qui s'ouvre à nous. Alors, tu as donc cité le mot de culture. Voilà, donc c'est pas neutre. Dans les projets soutenus par la FAO, il y a le classement de la transhumance donc au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui est une étape importante. Et peut-être vous pouvez en dire un mot les uns ou les autres, ou Didier, ou Joseph, ou Gregorio, ou François, de ce que vous en savez, de la démarche où est l'année, sinon je compléterai, dites-nous. Bon, je complète alors. Ah, non, c'est un point important. C'est donc à l'initiative soutenue par la FAO, l'Italie, la Grèce. 5. Ah ben ça y est, je reviens. Voilà, on a retrouvé. C'est bon. Denise. C'est 6 normalement. Ouais. Allez, c'est arrivé, Denise. Bon. Excusez-moi, j'ai eu un problème. Là, j'étais déconnectée. Donc, je viens juste de me reconnecter. Donc, je ne sais pas. Alors, on en était donc à la culture
pastorale et à la reconnaissance donc, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et donc, à l'initiative de la FAO, la Grèce, l'Italie et l'Autriche donc, ont déjà fait une entreprise de classement qui a été reconnue par l'UNESCO. Je pense qu'il faut que tu coupes le micro, Denisa. D'accord. Voilà, et que donc on est en train d'essayer de mettre en place, donc d'animer le deuxième wagon de cette reconnaissance avec d'une part l'Espagne, l'Albanie, la Croatie, j'en oublie, donc 4 ou 5 autres pays qui vont rejoindre l'Italie, l'Autriche, la Grèce, donc pour faire classer donc, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO la pratique de la transhumance. Alors, je sais que tu es très attaché à ça, Grégorio, la prise en compte du pastoralisme dans les agendas politiques nationaux, internationaux, à l'ONU. Je pense que tu as des choses à dire là-dessus. Oui, c'est clair. Grâce à toutes les raisons on est en train un peu de parler et d'adresser dans nos discussions aujourd'hui, c'est le pastoralisme qui prend sa place maintenant dans les agendas des différents organismes internationaux, entre autres la FAO et l'UNESCO, comme tu viens de dire, pour la reconnaissance de la transhumance, à laquelle il faut faire un effort pour qu'ils se rejoignent les pays qui ne sont pas européens, parce qu'il paraît que c'est une initiative vraiment européenne, c'est la reconnaissance de la transhumance, quand nous voyons qu'il y a la transhumance par tous les pays. Donc, il faut faire cet effort. Mais aussi, il y a des organismes comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est la FAO même, dans lequel le dernier comité de l'agriculture de la FAO, il a demandé, les pays membres de la FAO, qui ont été 183 pays, ont demandé à la FAO de transversaliser les serres de pâturage et le pastoralisme dans tous les programmes techniques. Je n'ai pas vu dire qu'est-ce que tu as mis. Oui, je crois qu'on est arrivé au bout du temps, mais bon, on est à peu près dans ce qu'on voulait. Non, vas-y, non. Mais Grégorio, je suis vraiment désolé, parce que c'est moi qui est perturbé au début ce joli débat. J'ai laissé faire Claude, et maintenant je reviens en censeur. Alors, j'aimerais juste... Il est 15 heures. Et il y a une table ronde derrière nous. Alors, Claude, encore 2 mots pour que Grégorio puisse conclure. Mais après, il faudrait quand même que nous passions 1 minute chacun, montre en main, pas plus, pour donner un souhait ou un dernier mot avant de conclure cette table et de laisser la parole aux autres. 2 mots. Je vous attends, nous tous, pour être ensemble pour la préparation et la tenue de l'année internationale de pâturage et de pastoraux qui va se passer l'année 2026. Et s'il est approuvé dans les différentes étapes qu'il faut qu'il passe, c'était requis par le gouvernement de la Mongolie, à laquelle il y a beaucoup de pays qui sont adhérés dans les derniers comités de l'agriculture de la FAO. Et voilà, je vous attends, il faut travailler à tous les niveaux, local, national, régional, global. Donc, il faut se coordonner et voir comment on peut faire cette année-là une réussite et avoir l'impact que nous souhaitons et que nous sommes en train d'exprimer aujourd'hui à ces réunions. Je vous remercie. Merci, Grégorio. Message d'espoir, les uns et les autres, François. Bien. Moi, le bilan, c'est que moi, je crois qu'il faut qu'on soit optimiste et confiant. Hein, et moi, je dirais 2 choses. Moi, localement, je vous l'avais compris, sur les Savoies, où il y a une tradition de fromagère, en fait. Hein. Ici, on milite et on travaille à remonter plus de troupeaux laitiers dans les alpages, hein, parce que nos appellations, elles ont besoin de ces prairies-là et notre agriculture en a besoin. Donc, ce sera des alpages plus vivants, plus accueillants. Donc, localement, c'est ça mon souhait. Et puis, je dirais, à l'échelle des massifs français, européens, c'était un peu ce qu'on a dit pendant le débat. Moi, mon souhait, c'est que le pastoralisme y retrouve toute sa place. Et on a beaucoup parlé de multi-usage. Effectivement, c'est des espaces très, très... Voilà, mais on l'a dit, pour moi, c'est parce qu'il y a le pastoralisme qui est entretenu depuis des siècles, qui continue d'entretenir, que cet espace, il est riche, qu'on y voit beaucoup de biodiversité, hein, et qu'on s'extasie avec ça. C'est parce qu'il y a eu l'homme et les troupeaux. Hein, et mon souhait, c'est qu'on retrouve toute cette place. Il faut que la locomotive qu'est le pastoralisme, elle soit bien devant les wagons. Et ça me paraît essentiel. Et il faut qu'on puisse discuter avec... les randonneurs, nos concitoyens, pour finalement bien remettre les choses
à leur place. Pour moi, c'est important hein, que le pastoralisme ne soit pas le dernier petit pousset, sinon on va à la catastrophe, quoi. Voilà. Merci beaucoup François. Joseph? Oui, je crois que le jour où le pastoralisme disparaîtra, ça sera certainement la fin peut-être de l'humanité. Si on considère que l'arrivée du monde moderne s'est faite grâce au pastoralisme, au fait d'avoir domestiqué les troupeaux, je crois que si le jour où ça s'arrête, c'est soit parce qu'on mangera de la viande chimique produite dans un laboratoire, soit parce qu'on sera tous morts. C'est pas très glorieux, mais en tout cas, ça incite aussi à avoir une conscience collective, sociétale, sur le fait que notre alimentation est un geste politique et que ça coûte pas plus cher de bien manger s'il fallait parodier quelqu'un. Voilà, sauvez-vous en fait, mangez des produits pastoraux, mangez des produits issus de nos productions, qu'elles soient fromagées, que ce soit de la viande, de la laine, parce qu'on oublie aussi cette particularité-là, mais le pastoralisme était aussi là pour habiller les hommes. Voilà, c'est tout un ensemble, c'est tout un écosystème et essayer de le comprendre pour pouvoir nous aider à traverser ce monde moderne un peu fou. Denise, et puis après je te laisserai conclure Didier du coup. Hein? Oui, oui, je vais être très courte. En fait, moi, la seule chose que je souhaite, c'est que le berger retrouve dans l'esprit collectif cette image d'Épinal qu'on lui attribuait avant, car écoutez, cela voudra dire que les Français ont compris l'importance de leur présence dans nos territoires. Merci beaucoup Denise, merci beaucoup. Didier, à toi de conclure pour le coup. Alors, je ne sais pas si je vais conclure, mais au moins j'ai envie de prolonger le propos de nos amis bergers. Je veux les féliciter parce qu'aujourd'hui, ils ont montré une très belle image de ce qu'est notre pastoralisme et c'est celle qui est la plus fréquente, alors que c'est pas celle que l'on voit le plus souvent. Et si je voulais conclure aussi, sans prendre plus d'une minute, je dirais qu'il y a des qualificatifs qui sont associés au pastoralisme et qui ont du sens pour nos sociétés modernes. Et peut-être que justement, pour le monde d'après, on pourrait rappeler ces petites valeurs. Alors, la première des valeurs, quand on pense pastoralisme et berger, je pense qu'on pense à la liberté. Et je pense que tout le monde était pris de liberté dans notre monde moderne. Et le monde d'après n'y fera pas, n'y échappera pas. Le deuxièmement, c'est que c'est un métier passion, c'est un métier d'engagement. Et ce métier passion, c'est du passion pour les montagnes, c'est une passion pour le territoire, c'est des passions pour les animaux. Mais c'est aussi un amour. Alors, il faut prononcer ces mots-là parce que c'est rare qu'on les prononce. Et je pense qu'il y a une grande nécessité à ce qu'on rappelle ces mots-là dans nos propos. Et enfin, au jour où notre société se referme souvent sur elle-même et qu'elle est dans une situation de dire, ouais, on a mis en place le principe de précaution. Bon, soit, il est là, mais le principe de précaution pour un montagnard, c'est un peu gênant parce que c'est un principe d'inaction. Quand on a un danger, on ne fait pas quand on est dans le principe de précaution. Alors que nous, dans la montagne, les bergers dans la montagne, leur grand principe, c'est la solidarité. Et il me semble que cette valeur serait peut-être bien placée pour notre monde d'après. Voilà. Moi, ça serait ma conclusion et mon souhait pour l'avenir. Je n'ai pas pu participer à toute cette table ronde, mais je vous remercie très chaleureusement. Et tout d'abord, je remercie le président Christophe Rosset et le Festival international de la médaille de montagne, et je vais faire souffrir une personne, Monique Marchal, qui nous a permis de monter cette table ronde. Et nous espérons qu'on en aura d'autres, parce que je suis persuadé que nous avons encore pas mal de choses à dire. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.